Hey, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver pour une FAQ que je vous avais promis depuis un bout de temps, mais j'avais pas eu le temps de la filmer, notamment avec les événements de ma rentrée, de Molanta, du travail éditorial. D'ailleurs, Molanta, vous devriez avoir une vidéo très bientôt. Je vous dis pas exactement la semaine prochaine, j'espère la semaine prochaine, mais bon, vous me connaissez, je vous ai dit, YouTube, je ne me mets pas de pression, j'attends de voir si j'ai le temps ou pas, mais en tout cas, vous aurez la vidéo du vlog Molanta. Aujourd'hui, on fait une petite FAQ absolue. D'ailleurs, pour l'occasion, j'ai mis le t-shirt qui m'a été brodé par Anaïs du compte No Note Art, qui est un t-shirt avec les personnages d'Absolu que j'aime vraiment trop, qui se base sur un de ses dessins où on les voit tous. Vraiment, c'est la première fois que je le mets du coup, et je suis trop contente de le mettre pour cette vidéo. Le bonheur est là. Vous m'avez envoyé énormément de questions que j'ai réparties en 3 catégories. La première, c'est sur l'écriture de façon générale, d'Absolu, mais aussi voilà, l'écriture comme je la conçois. Deuxième édition, et clairement, vous avez intérêt à rester à cette partie. Je dis ça, je dis rien. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette information. Et troisième partie, des choses, comment dire, plus anecdotiques sur Absolu et sur les personnages et sur ma manière de le voir. Donc après ça, c'est un peu plus pour ceux qui ont peut-être déjà lu sur Wattpad, ou si vous regardez cette vidéo après la sortie, que vous êtes en plein dans la lecture, je pense que cette partie-là vous intéressera un peu plus. Mais on va commencer directement avec les questions écriture. Tu pourrais nous refaire un résumé du livre? Alors, on va commencer par ça d'abord, parce que c'est vrai que pour ceux qui débarquent et qui ne savent pas de quoi parle Absolu, qui est donc le premier tome de ma saga, je vais vous dire ça tout de suite, surtout que j'ai le résumé officiel, donc je vais pouvoir vraiment vous donner le bon. Entrez dans une ville qui n'ouvre ses portes qu'une fois par an. Amis depuis l'enfance, Prim et Johanna ont un avenir prometteur au sein de la nation d'Erit, construite sur les ruines d'une Pologne ravagée. Leur vie bascule le jour où ils sont choisis pour être envoyés dans la zone où rôde la chose. Les mobilisés n'ont qu'une mission, vaincre la plus dangereuse créature jamais créée par l'homme ou mourir en essayant. 19 générations ont franchi les portes de la zone, personne n'en est jamais ressorti. Pour Prim et Johanna, c'est un grand honneur, un sentiment que ne partage pas Edvard, persuadé que ses talents de linguiste ne lui seront pas utiles de l'autre côté du mur. Leur arrivée tumultueuse dans la zone lui donne raison. Entre guerre de territoire et phénomènes de plus en plus étranges, la zone est un lieu de non-droit. À l'intérieur de ces murs, le monstre n'est peut-être pas celui que l'on croit. Voilà. J'aime trop mon résumé. Mais vous en parlerez un peu plus tard dans la partie édito. Première question que j'ai du coup à partir de l'écriture tout court. As-tu mis en place une routine d'écriture pour terminer ton roman? Alors, il faut savoir que c'était un peu compliqué pour moi d'avoir des routines d'écriture car ma vie a beaucoup changé ces dernières années. J'étais en licence de communication, le Covid est tombé, je suis partie après en master en marketing, là je suis en master en entrepreneuriat, sachant qu'en master en marketing j'étais en alternance, donc je travaillais la journée, donc si j'écrivais c'était que le matin ou le soir, mais à l'époque où j'ai terminé le premier jet d'Absolu, donc c'est une vidéo d'ailleurs qui est sur YouTube, que vous pouvez retrouver, c'est lors de la vidéo Miracle Morning où j'ai terminé d'écrire le premier jet, en une semaine, en écrivant de 5h du matin à 8h ou 9h selon les cours que j'avais. Mais en soi, c'est pas ce que je fais dans la vie de tous les jours. J'écris effectivement plutôt le matin ou le soir. Ça, c'est certainement dû au fait que je me suis habituée à ne pas écrire durant les horaires de travail, vu que j'ai fait cours ou que je travaillais. Le matin, je peux écrire jusqu'à midi sans souci, mais l'après-midi, je suis inutile en termes d'écriture, vraiment. Et je peux faire plein d'autres choses, mais alors écrire directement, ça ne marche pas. Donc des routines, je dirais que j'en ai pas vraiment. Je sais quels horaires me conviennent le mieux pour écrire et donc je m'adapte là-dessus. D'ailleurs, si vous êtes un peu curieux, n'hésitez pas à aller faire le test des chronotypes parce qu'il y a 4 types de chronotypes. À mon avis, c'est plus compliqué que ça, mais déjà ça peut vous aider à savoir à peu près dans quel type de chronotype vous vous situez, donc à quels horaires vous êtes le plus créatif, le plus productif, en fait ce qui marche le mieux pour vous. Est-ce que tu avais prévu la trame de tous les tomes avant d'écrire le tome 1? Oui et non. C'est-à-dire que effectivement, j'avais tout prévu à l'époque où j'ai démarré le premier jet, parce que j'étais tellement stressée à l'idée de pas terminer que j'avais prévu les 4 tomes à l'époque. Et entre-temps, le premier jet a beaucoup évolué puisqu'il a été réécrit énormément de fois pour devenir le roman qui va être publié l'année prochaine. Et ce qui fait que ce n'était plus du tout la même histoire. Enfin, c'était la même histoire, mais beaucoup trop de choses avaient évolué pour que je garde la planification que j'avais créée en tout début. Ce qui fait que je n'avais plus du tout la fin de ma saga, je n'avais plus rien.
Et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est-à-dire que là j'étais en train de bloquer un tout petit peu sur l'écriture du tome 2, mais je vais en parler encore un peu après. Et je me suis rendu compte que c'est parce que j'avais pas ma vision d'ensemble, donc je suis en train de replanifier entièrement la saga, pour tout vous dire. Mais oui, je suis une autrice architecte. Alors il y a faut pas s'enfermer dans une case, ça dépend totalement du livre, ça dépend totalement de notre situation de vie, de où on en est en ce moment, de nos envies. Mais en gros, les architectes, c'est ceux qui planifient beaucoup, les jardiniers, c'est ceux qui ne planifient pas, les paysagistes, c'est un peu ceux qui se retrouvent un peu entre les deux, et on peut changer de case, on n'est pas obligé de rester dans la même. Mais de façon générale, moi j'aime planifier, et je ne sais que écrire en planifiant, ça ne marche pas sinon. Et je ne sais pas écrire de façon spontanée quelque chose, ça ne marche pas. Donc oui, moi je suis du genre à tout planifier. Combien de temps as-tu mis à écrire ton premier jet ? J'ai commencé l'écriture du premier jet en janvier 2019 et je l'ai terminé le vendredi juste avant le confinement en mars 2020 du coup. Donc un peu plus d'1 an, mais dans ces 1 an j'écrivais pas tous les jours du tout. J'écrivais de temps en temps, j'étais pas régulière, j'avais pas de routine. J'ai eu des périodes où je n'ai même pas du tout écrit parce que j'étais en classe, j'étais en troisième année de licence, donc c'était une année qui était assez compliquée pour moi parce que j'avais beaucoup de responsabilités, je faisais beaucoup de choses, j'étais présidente d'asso, donc je courais un peu partout tout le temps, donc l'écriture n'était pas tout le temps la priorité et j'ai fait plein de choses qui fait que voilà, ça a mis du temps à écrire ce premier jet. Je pense que j'écrirais plus vite aujourd'hui si je m'y mettais tous les jours avec assiduité, mais c'était pas le cas, donc j'ai mis 1 an et 3 mois. Comment as-tu procédé pour ton premier jet ? Du coup, j'ai mal procédé, parce que j'ai eu l'histoire d'Absolu en tête à partir de février 2017. J'ai passé presque 2 ans, puisque vous voyez, j'ai commencé le premier jet en janvier 2019, à faire de la planification, mais même à faire des réécritures de ma planification, où ma planification faisait parfois 3 pages de description de ce qui allait se passer dans le chapitre, donc ça n'avait aucun sens, c'était beaucoup trop planifié, c'était limite déjà un premier jet, mais moche, mais vraiment très très moche, parce qu'il y avait juste la liste des actions, quelques dialogues de par-ci par-là, enfin voilà. Et je m'étais retranchée là-dedans parce que j'avais peur de démarrer et parce que depuis toute petite j'ai écrit mais j'avais jamais su terminer un roman et cette histoire j'étais trop attachée donc je voulais la terminer, j'avais tellement peur de me lancer que je ne me lançais pas. Et finalement, en fait, j'ai fini par me dire, bon, là, j'ai vraiment planifié tout ce que je pouvais planifier, je ne peux plus rien planifier d'autre, donc il va falloir que je me lance. Donc c'est un peu comme ça pour le premier jet. Et après, je suis quelqu'un qui avance et qui essaye de pas de trop me retourner, parce que si je me retourne, je vais voir tout ce que j'aime pas et tous les problèmes, et du coup, je m'arrête et je redémarre. Et c'est un truc que je fais tout le temps, c'est-à-dire que si je reviens en arrière, c'est fini, je n'avance plus. Il faut que je fonce, il faut que je sois claire avec mes idées, que j'avance tête baissée et je me dise bon c'est pas parfait mais je travaillerai ça à la réécriture parce que sinon en fait je reviens en arrière et je n'avance jamais. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué dans l'écriture et qu'est-ce que tu as aimé le plus faire ? Alors, ce qui a été le plus compliqué dans l'écriture, dans le premier jet, c'était les dialogues parce que moi je suis une femme de description et j'adore les descriptions, j'adore prendre mon temps. Et c'est vrai que parfois c'était compliqué de trouver la voix de mes personnages. Dans le premier jet ça allait encore parce que je n'avais qu'un seul narrateur et c'est seulement à la réécriture que j'ai diversifié les points de vue et qu'on est passé de 1 narrateur à 7 narrateurs. Oui c'est beaucoup mais tant pis. Et non c'était compliqué de trouver la voix des personnages, trouver leur place, comprendre quel était leur rôle, leur personnalité. J'adore créer des personnages, mais c'est vrai que j'en avais beaucoup, donc en fait les différencier entre eux, c'était ce qui avait de plus compliqué, et ce qui m'a pris le plus de temps et ce qui a été le plus retravaillé en réécriture. Et ce que j'ai le plus aimé faire, c'est ce que j'aime toujours le plus faire, c'est créer les ambiances. Donc ça passe effectivement dans les descriptions, et c'est parfois quelques petites phrases qui suffisent à créer des ambiances de ouf. Et de façon générale, j'adore la planification, parce que ça me permet, une fois que j'ai tout en tête, de pouvoir placer plein d'indices partout sur toute la saga, et mon tome 1 est bourré d'indices cachés, et j'aime trop, vraiment, c'est vraiment un truc que j'adore faire. Donc voilà, ça c'est 2 choses que j'aime vraiment faire dans l'écriture. Une anecdote insolite d'écriture, j'écrivais en classe, j'écrivais en cours, mais alors vraiment, c'est-à-dire que j'avais cours, je me souviens, d'économie le mardi matin à 8h, c'était terrible, et j'étais une de celles parce que on était majoritairement des filles en communication, qui avait le meilleur cours en termes d'écriture, c'est-à-dire
tous mes cours étaient parfaitement écrits, vu que je tape très très vite à l'ordinateur. Et en même temps que je prenais le cours, j'écrivais mon roman. Donc dès que le prof répétait une deuxième fois une phrase ou une troisième fois une phrase ou s'arrêtait pour expliquer quelque chose que quelqu'un n'avait pas compris, je switchais de document plutôt, et j'allais écrire. Et donc il y a des gens dans ma promo qui m'ont vu écrire mes romans pendant les cours, qui regardaient par-dessus mon épaule en me disant « Qu'est-ce qu'elle fait celle-là ?» Et il y a plein de gens qui ont lu mes débuts de romans pendant un cours, ça ne me gênait pas du tout, donc ce n'est pas un problème. Mais oui, voilà, vraiment, moi j'écris peu importe la situation, et j'avoue que je me déconcentre très facilement en classe, parce que je trouve que ça va pas assez vite, et donc ça m'amuse de pouvoir écrire, de faire d'autres choses. Ton meilleur souvenir en écrivant absolu? En vrai, je dirais le moment où je l'ai fini. Fini le premier jet, c'était un très très beau souvenir que vous voyez dans la vidéo de Miracle Morning, parce que c'était la première fois que je finissais un premier jet, et c'était quelque chose quand même, c'était une chose assez ouf, et ouais, je l'ai vécu très très fort, même si je pense pas avoir pleuré, c'était quand même quelque chose de fort pour moi, de me dire en fait si t'es capable de terminer un premier jet, la preuve, t'en as fini un, il est pas parfait, il est tout sauf parfait, mais il est fini, donc je dirais que ça c'est mon meilleur souvenir quand même, c'est dire on est arrivé au bout de ce premier jet, il y a encore plein de boulot à faire, mais on a déjà franchi cette étape-là. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce roman? Un rêve, un film? Pas du tout. Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je présente le roman, j'ai tendance à dire aux gens, ouais, c'est un mélange entre Hunger Games, le labyrinthe, et Fullmetal Alchemist et l'attaque des titans. En termes de sujet, de genre, c'est comme ça que... pour aider les gens à se placer, je dis ça. Mais quand j'ai imaginé Absolu, c'est parce que je me faisais chier en classe, ou commençais à comprendre que c'est quelque chose qui m'arrive souvent, et j'étais en physique chimie en terminale S, c'était ma spécialité en plus, et le cours était d'un ennui terrible, vraiment, et donc comme j'avais toujours des feuilles de notes avec moi, j'ai commencé à dessiner des trucs, une carte, à me poser des questions, et en fait j'ai commencé à réfléchir à Absolu. Au départ d'ailleurs... c'était l'histoire d'une jeune fille qui allait dans la zone, finalement j'ai changé les trucs, et ce qui a fini par donner l'histoire telle qu'on la connaît, mais non, c'est juste l'ennui qui me pousse à imaginer des choses. C'est assez marrant, mais comme quoi l'ennui n'est pas si terrible que ça crée des belles choses quoi. Comment crées-tu tes personnages à leur histoire? Qu'est-ce qui te vient en premier à leur sujet? Alors comme je vous disais, moi les personnages, je mets du temps à les cerner, et c'est ce qui est un peu plus compliqué pour moi. Donc pour m'aider déjà, je fais des fiches. D'ailleurs c'est marrant, c'est que ça c'est mon carnet que j'ai depuis 2017, c'est-à-dire que le soir même de ce fameux cours de physique-chimie, je me suis dit ok bon, j'ai plus d'ordinateur, mon ordinateur était HS et je devais attendre encore quelques mois avant d'en avoir un nouveau. Je vais donc écrire mes idées dans un carnet. Mes meilleurs souvenirs, ce carnet. Et vous voyez d'ailleurs, vraiment je m'étais fait... des petites idées comme ça, c'était trop chaud, vraiment, ça date de 2017. Et donc, moi, j'ai fait des fiches, tout simplement. Hop, voilà. Bon, genre par exemple, j'avais noté le nom du matricule. Alors en plus, c'était pas les mêmes prénoms, hein, donc pas de jugement. Mais le nom du matricule, une description rapide, d'ailleurs qui n'a pas tellement bougé que ça. Aussi un peu de caractère, les armes, parce qu'à l'époque, j'avais pas encore défini les armes. Des caractéristiques un peu plus précises, des citations. D'ailleurs, je relis, c'est tellement pas prime. C'est-à-dire que, vraiment, là, quand je lis ça, c'est assez impressionnant, tellement c'est pas lui, parce que justement, je m'étais mis des idées. Et en fait... mais même, je suis en train de regarder tous mes personnages. Ils ont tellement changé. Genre, j'avais mis des citations d'eux, c'est tellement pas eux que ça me choque, c'est pas eux, c'est pas mes bébés. Mais parce que voilà, en fait, je les connaissais pas encore. Donc, il y avait encore tout à découvrir à propos d'eux. Maintenant, moi, je fais des fiches, et puis j'écris. Et au fur et à mesure de l'écriture, je commence à les connaître. C'est-à-dire que je planifie tout, mais mes personnages, ils changent énormément au fur et à mesure de l'écriture. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te décourager? Et si oui, qu'as-tu fait? Ouais, il m'arrive souvent de me décourager. Vraiment, vraiment souvent. Parce que tout me paraît d'un coup trop gros, j'ai l'impression qu'il monte. La semaine dernière encore, j'ai fait une crise de larmes parce que d'un coup j'ai eu un coup de pression énorme et ça m'a découragée. Donc vraiment, je me décourage souvent. Et quand c'est comme ça, je fais un appel à un ami, clairement. C'est-à-dire que soit j'appelle ma sœur, parce qu'elle connaît toute l'histoire, tous les enjeux, elle est là depuis le début. Soit une de mes bêta lectrices quand ma sœur n'est pas là. Et par exemple, la semaine dernière, c'était Alice. Coucou Alice. Et on en discute. Et souvent, ça va mieux après.
mais c'est normal en fait d'être découragé de temps en temps, c'est quand même un boulot monstre, donc ça doit pas vous inquiéter plus que ça, et l'important c'est d'aller au-delà de ça. Comptes-tu écrire un roman à 4 mains un jour? C'est pas dans mes projets tout de suite, mais si je devais écrire un roman à 4 mains, je dirais que c'est avec ma sœur, parce que on réfléchit de la même manière. On a déjà écrit des débuts de fanfiction à 2 à 4 mains, des fanfictions parodiques et tout ça, bref, je pense que ce serait avec ma sœur si j'en écrivais un jour, mais on a des emplois du temps un peu compliqués qui font que c'est un peu compliqué. Penses-tu réécrire une saga de SFFF après Absolu, ou est-ce que tu as épuisé toutes les idées de ces genres? Alors, SFFF, c'est science-fiction, fantasy, fantastique. Donc c'est tous les genres de l'imaginaire, et il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Parce que rien qu'à dans la science-fiction, il y a dystopie, utopie, contre-utopie, steampunk, space opéra, il y a énormément de genres vraiment. Donc impossible déjà d'épuiser toutes les idées des genres, parce que Absolu ne rentre pas dans tous les genres de la SFFF, c'est de la science-fiction fantastique, donc c'est déjà 2 genres, mais 2 genres en plus un peu plus précis. Donc non, j'ai pas épuisé toutes mes idées du genre, et clairement je vais continuer d'écrire dans ce genre, parce que enfin dans l'imaginaire, parce que c'est ce que j'aime en fait. Et à chaque fois que j'ai des nouvelles idées, 90% du temps c'est de l'imaginaire. Envie d'écrire un préquel quand la chose a été créée, ou quand tous les premiers ont été envoyés dans la zone. Un préquel, franchement ça me plairait de le faire, mais je pense que ce serait pas un préquel de la première génération, ce serait plutôt un préquel de la 14e génération. Donc la 14e génération, c'est la génération d'Alexander, de Mikoai, de Yusia. Donc il se passe plein de trucs lors de la première année des 14e. Donc vraiment, je pense que si je faisais un préquel, ce serait plutôt un préquel sur eux. Parce que je les aime trop, mes bébés. L'écriture du tome 2 se passe comme tu le souhaites? Oui et non. Non, d'abord parce que je me suis rendu compte la semaine dernière, c'est pour ça que j'ai fait une petite crise, que je fonçais dans un mur, et tout simplement parce que j'avais pas en tête la suite de la saga, et donc je fonçais droit dans un truc qui n'allait pas, et je me suis rendu compte, et ça m'a déprimée. Et aujourd'hui ça va mieux, parce que là j'ai retravaillé la trame totale de mon tome 2, et avant de m'y remettre, j'aimerais juste planifier la fin de la saga, genre tout faire pour tout avoir en tête. Et je crois que ça va vraiment me libérer l'esprit, donc je dirais que ça va mieux, mais que je suis passée par un stade là dernièrement où ça allait pas trop, parce qu'en plus il y a un peu de pression, parce que voilà, j'aime bien mon tome 1, j'ai envie que le tome 2 soit aussi bon, et on dit souvent que les tomes 2 sont les moins bons d'une saga, et ça fait une sacrée pression en tant qu'auteur, donc de se dire ça, de dire merde, il faut que je fasse quelque chose d'aussi bon, pour pas qu'on dise, pour pas que les gens disent ah ouais le tome 2 il était moins bon, c'est vraiment, c'est un peu l'angoisse. Mais j'essaye de pas trop y penser, et d'écrire pour moi, et de me dire que dans tous les cas, j'aurai le travail des bêta-lecteurs et de mon éditrice qui vont beaucoup m'aider. Est-ce que tu as une date butoir pour la rédaction du tome 2 ? Oui. Alors après, cette date, elle peut être amenée à évoluer et donc à changer, parce que bon, le but c'est quand même pas que je me rende malade pour l'écrire, mais oui, on a déjà une date butoir pour que le tome 2 ne sorte pas trop longtemps après le tome 1. Ça c'est pour le confort des lecteurs en fait, qu'ils aient pas à attendre 4 ans entre 2 tomes. Il faut que les tomes d'une saga sortent assez rapidement, qu'il n'y ait pas trop d'écart entre les deux pour que ce soit le plus confortable possible. À quel moment dans l'écriture tu as fait un plan des 3 tomes? À quel niveau de détail? Dès le départ, et là je suis encore en train de le faire, et un niveau de détail assez élevé. C'est-à-dire que voilà, moi je suis une architecte pure et dure, donc je dis pas simplement ce qui se passe en gros, je donne tous les éléments clés, et déjà bon là le tome 2 j'ai tous les chapitres, et je vais faire la même chose pour la suite, je vais mettre tous les chapitres. Es-tu satisfaite de la chronologie de ton tome 2? Tu as hâte de l'écrire? Oui, je suis satisfaite. Enfin, j'ai compris ce qui n'allait pas dans la chronologie de mon tome 2. J'avais trop de choses qui se passaient dans le tome 2. Et donc en fait, j'exploitais pas assez chaque événement, ça allait trop vite. Donc en fait, j'ai déplacé certains événements dans le tome 3. Genre la fin du tome 2 a été reculée dans le tome 3 et j'ai retravaillé cette fin pour qu'elle soit une vraie fin quand même. Et du coup, je peux prendre beaucoup plus le temps et c'est beaucoup mieux. Comment as-tu su que tu écrivais avec les bons points de vue avec tes autres tentatives? Alors comme j'expliquais dans le premier jet, j'avais qu'un seul narrateur et je me suis rendu compte qu'il m'en fallait 7. C'est beaucoup de passer de 1 à 7, mais en fait, moi j'ai toujours aimé les histoires à multi-points de vue. Et je bloquais dans ma réécriture, mais totalement. Il y avait quelque chose qui n'allait pas quand je suis passée du premier jet à la réécriture du tome 1. Et j'ai fini par me rendre compte que il me manquait des éléments de l'histoire. Et surtout, il se passait trop de choses dans la vie d'un seul personnage, qu'il lui arrivait trop de trucs, en fait. Il ne pouvait pas lui arriver autant de choses en soi, et que c'était mieux si je répartissais. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et c'est pour ça que je me suis dit, en fait, non, c'est pas un narrateur qu'il me faut. Et j'ai commencé à lister les narrateurs qui seraient intéressants pour moi. Je suis arrivée à 7. Et c'est tellement mieux comme ça. Enfin, pour moi, vraiment.
L'histoire n'a rien à voir et les personnages ont pris de l'ampleur et ont pris en fait de l'épaisseur en devenant narrateurs. Et rien que pour ça, je suis trop contente de l'avoir fait. Quel conseil donnerais-tu à un auteur débutant qui n'a pas confiance en ses écrits d'écrire souvent, de pas se laisser abattre en se disant qu'on est moins bon que des auteurs publiés parce que on est forcément moins bon que quelqu'un et meilleur que quelqu'un d'autre. Donc ça sert à rien de se comparer en fait. La seule personne avec qui vous devez vous comparer, c'est avec vous-même et vous dire est-ce que par rapport à hier ou par rapport à avant-hier, est-ce que j'ai progressé? Est-ce que je continue de m'entraîner tous les jours? Et aussi quelque chose qui peut aider à prendre confiance, c'est de se confronter à la critique. Je sais que c'est pas le réflexe de beaucoup de gens qui ont dit le contraire, qu'on va perdre en confiance en se confrontant à la critique, mais en fait le fait d'avoir un avis extérieur sur son texte, des avis qui vont être positifs, qui vont aider à l'améliorer, ça aide à prendre confiance parce que justement on se dit ok, si quelqu'un d'autre aime ce qu'on écrit, en fait il y a peut-être quelque chose. Donc je dirais qu'il faut en fait se confronter au regard des autres. Et question pas du tout originale, mais cependant qui m'intéresse, comment te vois-tu dans 10 ans? Aucune idée. Très honnêtement, aucune idée. Il y a plein de choses que je veux dans ma vie, mais alors me dire dans 10 ans je suis là, alors là, aucune idée. Et moi, j'ai hâte de voir où je suis dans un an, donc dans 10 ans, ça me paraît très loin. Et enfin, dernière question pour la partie écriture qui va faire une bonne transition par la partie édition. Ton sentiment quand tu avais fini ton premier jet d'Absolu vs le travail édito. Alors, quand j'ai fini le premier jet d'Absolu, donc c'était une très belle journée pour moi, même si on venait nous annoncer un confinement. Et parce que voilà, c'était le sentiment d'avoir dit je l'ai fait, j'ai su le faire, j'en suis capable. Mais pour autant, je savais qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas dans ce premier jet, que j'allais avoir beaucoup de travail en fait, mais j'étais quand même heureuse. Et là, en fait, le travail édito, c'est pas du tout le même sentiment parce que t'as pas l'impression d'avoir accompli le même travail. C'est-à-dire que moi, finalement, je fais moins de choses que mon éditrice qui passe son temps à relire mon texte, à corriger. Mais en même temps, c'est agréable parce que tu es en train de perfectionner, de tailler vraiment le texte pour qu'il soit le mieux possible, en fait. Donc c'est un sentiment très agréable aussi, mais ça va être très différent. Du coup, on va passer à la partie édition qui va, j'espère, vous intéresser bien. J'espère que vous êtes encore là parce que là, pour le coup, on annonce des trucs cool. Déjà, première question avant en préambule. Tu as envoyé ton manuscrit à combien de ME et comment as-tu fait pour les trouver? Je vais vous dire ça exactement parce que j'ai le nombre exact. J'ai envoyé à 15 maisons d'édition. Ce qui peut paraître énorme, mais j'ai pas fait un seul envoi de 15, j'ai fait plusieurs envois, un premier envoi je crois de 8, puis après des secondes slaves d'envoi, et notamment Brajlon, donc là où va être publié Absolu, n'était pas dans ma première slave d'envoi, parce que pour moi je ne connaissais pas Big Bang. En fait, si, je connaissais Big Bang, j'avais des livres de Big Bang, mais je ne savais pas que c'était Brajlon qui faisait ça. Donc moi j'ai d'abord regardé des maisons d'édition dont la ligne éditoriale me paraissait correspondre, et j'avais plutôt visé des grosses maisons d'édition et moyenne grosse maison d'édition. Et c'est après en novembre-décembre que j'ai fait une seconde slave d'envoi, notamment après la première lettre de refus de Hachette, parce que je me suis dit, en vrai ça fait déjà 4-5 mois, ça pourrait être intéressant de faire une deuxième slave d'envoi. Et c'est là, en me baladant en librairie, que notamment je suis tombée sur un autre livre de Big Bang, et dans ma tête je me suis dit, mais Big Bang c'est qui? Et avant de comprendre que c'était Brajlon, et je n'avais pas en tête que Brajlon faisait du young adult jeunesse, enfin plus young adulte que jeunesse, mais bon, pareil finalement. Et donc c'est un peu ça, et en fait c'est simplement me balader soit dans ma bibliothèque et de regarder des livres qui correspondent au même genre que le mien, et donc qui l'a édité, sans me balader en librairie. C'est le plus simple. Et après, une fois que tu as les noms des maisons d'édition chez qui tu vas envoyer, tu vérifies sur leur site que en fait leur envoi de manuscrit est bien ouvert, et donc tu peux en fait envoyer ton manuscrit. Est-ce qu'il y avait une ME dont tu rêvais en particulier initialement pour Absolu? Alors, c'est compliqué parce que avant, je ne faisais même pas gaffe aux maisons d'édition. Je ne regardais pas. Et donc, quand je fais une première slave d'envoi, je me suis dit, en fait, j'ai regardé déjà une maison d'édition qui me publiait des romans qui ressemblaient fort, qui étaient dans les mêmes thématiques. Et c'est là, notamment, que j'avais vu que, par exemple, PKJ avait publié Le Labyrinthe et Hunger Games. Donc, je me suis dit, quand même cool. Hachette qui avait publié Red Rising, qui est une de mes sagas préférées. Et aussi la collection R qui avait publié Neil Shusterman et qui est aussi un de mes auteurs préférés. Donc vraiment j'avais regardé comme ça, pas vraiment pour le travail de la maison d'édition, mais plus par rapport à des livres que moi j'aimais et que je trouvais dans la même vibe que le mien. Mais en vérité ce que je voulais, et ce que j'ai fini par trouver avec Big Bang Castlemore Brajlon, c'est une maison d'édition qui s'occupe de mon roman,
qui lui donne sa place, qui lui donne du temps, qui lui donne tout ce qu'il faut. Et donc là, pour le coup, en fait, finalement, j'ai trouvé ce que je voulais dans mes critères. Même si je n'avais pas pensé à eux au départ parce que je ne savais pas que eux faisaient ça, dans mes critères, ils sont tombés pile poil, donc ça c'est cool. Quand tu signes en ME pour une trilogie, comment ça se passe? Tous sont acceptés. Alors, soit tu signes pour le premier tome, soit tu signes, dans mon cas j'ai signé pour les 2 premiers tomes, donc pas pour la saga entière, mais déjà pour les 2 premiers tomes, tout simplement parce que tu ne peux pas signer pour un roman s'il ne sort pas dans un certain délai après. C'est-à-dire que tu peux pas signer pour un roman qui sorte 5 ans après. Donc c'est parfois risqué de signer pour une saga entière, notamment quand elle n'est pas déjà écrite, parce que si l'auteur met plus de temps à l'écrire que prévu, c'est capoute quoi. Et du coup, le contrat ne vaut plus parce que tu finis par dépasser le délai de publication après. Il y a des avantages et des inconvénients à signer 2 livres en même temps. L'avantage, c'est que tu es sûr que le 2e tome va sortir. Et donc, ça, c'est plutôt chouette parce que tu sais d'avance que même si le tome 1 marche moyennement, le tome 2 va sortir dans tous les cas. Parce qu'il y a des maisons d'édition, elles signent d'abord le tome 1, elles voient si ça marche, et si ça marche pas, il n'y a jamais de suite qui sort. Donc ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, par contre, c'est que tu n'as qu'un seul avaloir pour les 2 tomes. Donc moi, j'avais un seul avaloir, donc une seule avance sur droit pour le tome 1 et pour le tome 2. Et tant que tu n'as pas remboursé cet avaloir, tu ne touches pas de droit d'auteur. Donc comme cet avaloir est légèrement plus élevé, parce que c'est pour 2 tomes et non pas pour 1, tu mets plus de temps à le rembourser. Et donc c'est un peu plus compliqué. Donc vraiment, il y a des avantages et des inconvénients des 2 côtés. Moi, ça ne me dérange pas, cette histoire d'avaloir. Parce que dans ma tête ça va, mais il faut prendre en compte les avantages et les inconvénients. Comment se passe l'édition de ton roman au niveau d'émotionnel? Est-ce que tu as du stress et comment tu te sens émotionnellement? Y a des moments où je ressens mon stress dans ma tête, mais la plupart du temps ma tête ne stresse pas, c'est-à-dire j'ai pas de pensées stressantes, mais par contre mon corps il compense, c'est-à-dire que mon corps m'envoie régulièrement le stress, je suis bloquée régulièrement du dos, j'ai régulièrement mal au ventre, je dors pas bien, je mange pas, j'ai l'appétit qui bouge beaucoup. Et c'est-à-dire que même si ma tête n'a pas l'impression d'être stressée, mon corps compense à fond derrière en disant si, tu es stressée. Et de temps en temps, ma tête prend conscience en mode mais oui, c'est vrai que je suis stressée. Et c'est là où je fais une petite crise de panique. Et puis après, ça redescend et tout va bien. Le plus dur émotionnellement, ça a été au moment où Brajlon m'a dit qu'il voulait me publier. Et au lieu d'être heureuse, pendant une semaine, j'ai été très angoissée. De toute façon, je vous en parle un peu dans cet épisode de podcast-là, où pour vous dire, c'est pas toujours tout rose. Quand tu apprends que tu vas être publié, t'es pas forcément heureux à sauter au plafond. Dans mon cas, j'ai été presque malheureuse pendant 2 semaines, angoissée, stressée, pas bien du tout. C'était pas du tout une bonne période, alors que je venais d'apprendre que mon roman allait être publié. Comment se sont passées les corrections éditoriales? Qu'est-ce que tu as pu choisir? Qu'est-ce que l'AME t'a imposé? Et est-ce que vous avez fait beaucoup de changements? Alors les corrections éditoriales se sont très bien passées. Déjà, j'ai fait des changements moi-même avant même de travailler avec la maison d'édition. C'est-à-dire que la version sous Wattpad n'est pas celle sur laquelle on a travaillé avec Brajlon, donc avec les équipes Big Bang, et mon éditrice Hélène, parce que j'étais en train de faire une réécriture, une dernière réécriture, donc j'avais ajouté des chapitres, j'avais enlevé des scènes, j'avais ajouté des passages, et c'était des choses que j'avais fait pour m'aider dans l'écriture du tome 2, parce que j'avais commencé l'écriture du tome 2, je m'étais rendu compte qu'il y avait des choses qui manquaient, donc j'étais en train de faire une légère écriture du tome 1 pour ça. Donc la version Wattpad n'est pas du tout celle que j'ai envoyée finalement à Big Bang et à mon éditrice. Ensuite, est-ce que ça se passe bien? En fait, oui, ça se passe très bien. En fait, mon éditrice m'a envoyé au fur et à mesure les parties de mon roman avec ses commentaires sur le côté. Elle ne m'impose rien. Le suivi de modification est activé sur Word, donc en fait, je vois tout ce qu'elle a pu faire. Quand c'est des petites fautes d'orthographe, elle me corrige directement, même si je le vois grâce au suivi de modification. Et quand c'est une remarque, un dialogue qui manque selon elle, ou une reformulation, elle me met en commentaire et c'est à moi de l'accepter ou non. Dire que rien ne m'est imposé vraiment. J'ai toujours le dernier mot, donc si je suis d'accord avec mon éditrice, trop cool. Si je suis pas d'accord, je lui explique pourquoi je suis pas d'accord. Et je n'applique pas son conseil en fait. Et donc rien ne m'est imposé. Et de façon générale, rien ne m'est imposé. C'est-à-dire que le résumé, c'est du livre. Mon éditrice m'a envoyé un premier jet de ce qu'elle voulait faire pour le résumé. Elle m'a dit, toi t'en penses quoi? Et j'ai travaillé avec mes bêta-lectrices. On était à fond en train de retravailler le résumé à partir de ce qu'elle avait fait. On lui a renvoyé notre version. Et c'est cette version-là qui va être
au dos du livre. Donc c'est-à-dire que vraiment mon éditrice a pris en compte ma version du résumé. Pareil pour la couverture, on va en parler dans une autre question, mais genre rien ne m'a été imposé. Dans tout ce qu'on fait, en fait, même dans la communication, tout ce qu'on travaille, la maison d'édition est ultra à l'écoute de ce que moi je pense et de mon avis, de mes préférences, et la plupart du temps, en fait, ils m'écoutent sans même se poser de questions. Donc c'est plutôt cool, et à côté de ça, ils me font de super propositions, donc en fait, c'est vraiment un travail de collaboration qui est génial, donc vraiment rien. Et est-ce qu'on a fait beaucoup de changements ? Bah du coup les changements c'est moi qui les ai faits majoritairement avant, et mon éditrice ne m'a pas imposé de gros changements. De temps en temps elle comprenait pas bien une scène où elle me disait bah là il y a quand même un personnage qui vient de mourir, les personnages n'ont pas l'air si choqués que ça, tu pourrais pas rajouter un dialogue pour montrer à quel point ils sont choqués? Et j'ai fait ah oui c'est vrai pour moi. Et du coup j'ai ajouté un petit dialogue parce que effectivement ça avait du sens. Elle me disait ah bah ça je comprends pas bien ce que c'est, est-ce que tu peux en faire une description un peu plus poussée? Donc oui j'ai fait une description plus poussée. Donc c'est ce genre de petits changements, et elle m'a pas fait supprimer de chapitre, elle m'a pas fait modifier de scène ni de personnage, vraiment elle a pas dénaturé le roman du tout, vraiment. Donc rien que pour ça je l'adore. Est-ce que tu es contente de ton parcours éditorial? Ouais en fait du coup par rapport à tout ce que je viens de dire, je suis plus que ravie. Je n'ai rien à reprocher à ma maison d'édition là-dessus. Ils sont vraiment ultra à l'écoute, ultra bienveillants. Donc là-dessus, c'est plutôt cool. Même si on est un peu dans le rush pour dire d'être à l'heure pour les dates, ouais, c'est un peu compliqué. Est-ce que le titre sera le même? Oui. Je peux même vous révéler le titre du tome 1. Il se trouve qu'au départ, mon éditrice m'avait dit on va bien voir, on va en discuter pour savoir si on garde absolu ou non. Et moi j'étais en mode je vais préparer mes arguments pour dire qu'on garde absolu. J'étais prête à partir au combat. Et il se trouve que l'illustratrice qui a été choisie et que j'avais validée a envoyé son premier croquis pour la couverture du roman, et elle avait pris une police et elle avait noté absolu. Genre... Et mon éditrice m'a dit mais en fait ça rend trop bien. Donc on va garder absolu parce que visuellement c'est trop cool. Et j'étais en mode yes, même pas besoin de négocier, ça c'est cool. Et ça donc le titre de la saga c'est bien absolu. Et pour le titre du tome 1, et en fait mon éditrice m'a dit est-ce que t'as des idées des titres de tome? Et donc j'étais en mode je n'ai pas d'idée mais je vais réfléchir. Et j'ai brainstormé encore une fois avec mes bêta lectrices, et du coup le titre du tome 1 qui a été accepté, validé, j'ai donné les titres de la saga, et mon éditrice m'a dit j'adore, et j'étais en mode yes. Et le titre du tome 1 c'est Les Mobilisés, et donc je suis très contente de ce titre et je trouve que ça représente bien. C'est quand la cover reveal, quand est-ce que tu vas nous montrer la cover et tout ça? C'est le 30 novembre, donc vraiment soyez on fire le 30 novembre sur Instagram, parce qu'on va partager ça avec le compte Instagram de Big Bang qui est le IEA Club. Donc vraiment j'ai trop hâte de vous montrer. Vraiment si ça tenait qu'à moi je vous montrerai déjà, mais tant pis, il va falloir attendre encore un petit peu. Comment s'est passée la décision pour la couverture? Alors la décision pour la couverture c'était assez marrant. Parce que moi j'étais en mode au départ dans ma tête je me disais je sais pas si j'ai envie de personnages et tout ça, genre la plupart du temps j'aime un peu moins les couvertures avec personnages, donc va falloir vraiment, si elle me propose un illustrateur ou une illustratrice pour faire des personnages, il y a intérêt que j'adore son style. Mon éditrice qui me dit bon j'aimerais bien faire des personnages aussi, ok, et là elle me dit ce serait avec cette illustratrice là, et là je regarde le travail de l'illustratrice et je fais j'aime trop, c'est tellement l'ambiance absolue, c'est tellement, j'adore son style, j'aime tout, et du coup j'étais très emballée. Et il y a un truc que je peux pas vous dire à propos de cette illustratrice, mais c'est tellement lié à absolu, ça me paraît dingue, j'en parlerai certainement au moment de la cover reveal, et même au niveau de la police, enfin, tout est fou vraiment, donc j'ai trop hâte. Donc après, donc c'est des personnages du coup, donc vous verrez bien, et c'était la question de qui on met sur la couverture. Et on a un peu débattu avec mon éditrice pour savoir qui on met sur la couverture, et on est finalement toutes les deux tombées d'accord, donc ça c'est trop cool. Et là du coup après mon éditrice m'a dit du coup dans quelle position? Donc j'ai décrit moi ce que j'imaginais, et mon éditrice m'a dit c'est trop cool, et genre vraiment j'étais en yes, trop bien. Et du coup la couverture est exactement comme moi je l'imaginais, donc ça c'est vraiment trop chouette. Et on a déjà en tête un peu ce qu'on veut faire pour le tome 2 et pour la suite quoi, donc j'ai trop hâte. Et donc au fur et à mesure mon éditrice m'a envoyé les étapes de la couverture pour me dire est-ce que tu valides toujours, est-ce que tout va bien, est-ce que tu aimes, et moi à chaque fois j'étais emballée, donc il n'y avait pas de souci là-dessus, mais du coup ça s'est fait dans mon entier consentement, en gros du début à la fin. As-tu déjà une date de sortie pour le tome 1? Oui, absolu. Les Mobilisés, donc le tome 1, sortira le mercredi 1er février 2023. Voilà.
Je suis trop contente de pouvoir vous le dire. Oh là là, je suis trop heureuse. Et on va l'annoncer officiellement du coup le lendemain de cette vidéo. Je sais pas quand vous la regardez, mais on va l'annoncer officiellement sur Instagram. J'ai l'autorisation de vous le dire en avant-première. Absolu sort le 1er février 2023. Voilà. Et c'est fou parce que j'ai eu l'idée d'Absolu en février 2017. Donc ça fera 6 ans. Pratiquement jour pour jour que Absolu est né et il sort 6 ans après. Donc moi ça me paraît dingue qu'il sorte en février. Pour moi c'est juste l'univers me dit beaucoup de choses. Et donc voilà, en 1er février, j'espère que le mercredi 1er février vous serez dans les librairies parce que moi j'y serai. Voilà. Donc je suis trop contente. Alors là on me parle sur est-ce que tu as des illustrations dans ton livre, est-ce que tu as prévu des goodies et tout. Alors il y a plein de choses que je peux pas encore vous dire, mais je peux vous dire aussi un autre truc, tant qu'on est dans les révélations folles. Absolu va sortir en version reliée. Voilà. Puis en brochet, donc vous pourrez avoir les deux pour ceux qui préfèrent le brochet, mais il y aura une belle version reliée, hardback, qui va être magnifique. J'ai trop hâte. Je suis trop contente, c'est même pas moi qui l'ai demandé, genre c'est mon éditrice qui m'a dit là, on venait d'avoir le final de la couverture, mon éditrice elle me dit la couverture elle est trop belle, il faut donner une chance en hardback, donc en relié à ce livre, tu auras donc un relié. Et là j'étais en mode, oh mon dieu. Genre vraiment, drama queen be like, mais genre vraiment j'étais en mode, oh là là, c'est trop bien, j'aurais pas pu rêver mieux. J'étais trop contente, donc voilà. Mon bébé, il va sortir en relié. Vous allez pouvoir l'avoir en relié. Je suis trop heureuse. Et il y a encore plein de trucs que je peux pas vous dire, mais je vous dirai plus tard. Voilà, en temps et en heure. Donc je suis trop contente. Combien de tomes pour Absolu? Est-ce qu'il y aura 3 tomes ou plus? Alors, il y aura minimum 3 tomes, ça c'est sûr. C'est-à-dire que je peux pas faire moins en termes d'histoire. Mais peut-être plus si ça rentre pas dans 3 tomes parce que j'ai pas envie de me précipiter. C'est le compliqué à trouver parce que actuellement je me dis si je fais que 3 tomes, le 3e tome va être énorme. Mais si je fais 4 tomes, il faut qu'il y ait de quoi faire pour faire 3 et 4 tomes. Donc c'est un peu la question que je me pose en ce moment. Mais en tout cas c'est sûr 3. Mais le 4e, je sais pas. Combien fait-il de mots, de pages? Alors personnellement ça je n'en sais rien car je travaille sur Word donc c'est pas du tout le même format. Mais sur Amazon c'est noté qu'il fait 512 pages. Donc je fais confiance à Amazon. Je dirais qu'il fait 512 pages donc un petit bébé quand même, bien épais. Pour l'instant, quelle est la partie post-signature de contrat que tu as préférée? Très honnêtement, c'est tout ce qu'on prépare avec la com. C'est-à-dire que j'adore tout ce qu'on a fait pour la couverture, le travail éditorial, vraiment trop bien. Mais alors tout ce qu'on est en train de préparer avec la com, j'adore. En plus, voilà, moi je suis une communicante, j'en ai fait mes études, donc c'est un peu le kiff mentalement de me dire oh, je suis en train de préparer la com de mon roman et tout. Donc vraiment ça c'est une partie que j'adore faire et je suis trop contente de faire. Ce que tu attends le plus dans cette aventure, très honnêtement, c'est la rencontre avec les lecteurs. J'ai trop hâte de me retrouver sur une petite table là, comme ça, à attendre que des gens viennent. Peut-être que j'aurai des grands moments de solitude, mais c'est pas grave, je me prendrai de quoi noter, un carnet, peu importe. Mais vraiment, c'est un truc que j'ai trop hâte de faire. Vraiment, ça me tétanise pas du tout. Je pense que je vais être émue et que mon corps va être en mode stress, mais c'est pas grave. Quelle prochaine étape rêverais-tu d'accomplir après la publication de la saga? BD, série, traduction? Les 3, clairement, j'adorerais. Mais dans l'ordre, du coup, certainement traduction en premier. Parce que quand même, ça fait quelque chose de dire que mon roman, il serait dans une autre langue. Voilà. Ensuite, BD. Parce que je pense que ça irait plus vite qu'une adaptation en série ou en film. Puis franchement, Absolu en BD, ce serait quand même fou. Ce serait incroyable, je pense. Enfin, d'un point de vue totalement non objectif, vraiment subjectif, parce que c'est moi l'autrice. Mais j'adorerais le voir en BD. Même si personne d'autre le voit, genre moi, avoir la BD d'Absolu, ce serait juste trop cool. Et du coup, une série ou un film, à mon avis, Absolu serait mieux en série. Moi, je préfère les films. Mais à mon avis, ce serait mieux en série parce qu'il y a trop de personnages et trop de sous-intrigues pour que ça tienne dans un film sans dénaturer le scénario totalement. Donc, est-ce que tu penses faire une tournée de dédicaces à la sortie d'Absolu et pourras-tu faire une dédicace à Vannes dans le Morbihan? Oh, moi j'aimerais trop, hein. Vraiment, normalement c'est prévu, je vais faire des dédicaces et vraiment c'est un truc que j'ai hâte de faire. Par contre, attends, Vannes, j'ai combien de temps de route? Je regarde hein, parce que je sais où c'est, mais 7 heures de voiture? Vous êtes loin. Attends, en train, je peux prendre 5h43. Oh.
vous êtes loin, hein. Mais je ferai le voyage quand même. Vraiment pour venir vous voir avec plaisir, avec vraiment plaisir. Des astuces pour se lancer sur Booksta et communiquer sur son roman et comment tu fais. Donc là, c'est un peu la transition entre la partie édito et la partie anecdote et tout sur les personnages et sur l'histoire. Pour se lancer sur Booksta, je dirais que le plus dur, c'est de se lancer, très honnêtement. C'est de faire le premier pas, de se créer son compte et de commencer à créer du contenu. Et c'est là où c'est le plus long parce qu'il y a personne qui nous suit et on doit continuer d'être régulier. Donc, l'astuce, c'est d'être régulier, de trouver un contenu qu'on aime. Donc, si on aime faire des photos, si on aime faire des vidéos, les réels, c'est cool. Si on est plus à faire des stories, faites plein de stories, ça c'est génial. Si vous êtes plutôt au contraire à dire non, Instagram, ça me plaît pas, choisissez une autre plateforme, faites du podcast, faites de la vidéo sur YouTube, des articles de blog. En fait, il y a plein de trucs à faire, de la newsletter. Donc, en fait, vous n'êtes pas obligé de faire Booksta si vous n'aimez pas Instagram du tout. Donc ça, faut savoir. Et ouais, c'est être patient, être régulier et être authentique. Cherchez pas à devenir quelqu'un d'autre. En fait, c'est les personnes, elles vont vous suivre pour qui vous êtes, ce que vous partagez, ce que vous dégagez, et ça va vous créer des abonnés qui vous ressemblent, qui ont les mêmes goûts que vous, et c'est ça le plus important, vraiment. Donc assumez qui vous êtes, ce qui est parfois le plus dur, mais vous verrez que ça paye. Comment as-tu fait pour gagner autant de visibilité sur Insta avec ton projet absolu? Bonne question, très honnêtement, des fois je me pose encore la question, mais je dirais que c'est parce que j'ai commencé à en parler assez tôt, et j'en ai fait plein de formats différents, je parlais de ça régulièrement, je partageais les coulisses, mais ce qui a le plus fait d'un coup bondir Instagram sur Absolu, c'est un soir où j'ai décidé de créer des petites illustrations de mes personnages à partir d'un site où c'était facile de faire ça gratuitement. C'est mieux toujours de passer par des illustrateurs, mais bon, j'ai fait ça de façon rapide et je les ai postées en story, donc ces illustrations avec les noms de mes personnages, une petite citation, et j'ai dit aux gens, posez-moi toutes vos questions sur ces personnages. Et en fait, ça a pris une ampleur assez dingue parce que j'ai répondu à des dizaines et des dizaines de questions. Et ce qui a ensuite terminé de donner envie aux gens de lire, c'est parce que j'ai posté le prologue sur Wattpad en disant aux gens, si on a 300 j'aime, ou 300 likes, 300 votes, si on a 300 votes, je vous passe les 3 premiers chapitres. Et je m'étais dit, en vrai, ça m'engage à rien. Si ça marche pas, tant mieux, je poste pas la suite. Et si ça marche, tant mieux aussi, parce que du coup, les gens auront la suite. Et on a explosé le compteur de votes. Et les 3 premiers chapitres ont été postés en plus du prologue. Et je pense que c'est là où c'est parti, en fait. Parce qu'après, j'ai posté le 4e. Puis quelques mois après, je me suis dit, fuck, je poste tout et un chapitre puis 2 chapitres par semaine. Et c'est là où en fait c'est le fait de partager beaucoup de choses, partager beaucoup de contenu et peut-être aussi le fait de me voir aussi investie dans ma com, je pense, qui va faire que c'est cool. Donc après, j'ai pas d'explication plus précise que ça, mais je dirais que ça se joue là-dessus. Donc là, on entre sur les trucs. Pourquoi le nom Absolu en particulier? Et est-ce qu'il y a une raison pour laquelle Absolu est écrit en majuscule? Je ne vous dirai rien, vous n'avez qu'à lire. Et puis voilà. Surtout que c'est pas une réponse qui est donnée rapidement, donc ça, vous verrez bien. Pourquoi avoir fait l'histoire en Pologne? Alors ça, c'est une histoire que j'adore. Il se trouve que, du coup, quand j'ai inventé ça sur mon petit carnet, là, que j'ai depuis 5 ans, bientôt 6. Aïe, ça me vieillit pas ça. J'ai placé Absolu sur une carte vierge de l'Europe. Absolu. Ouais, en fait, ma zone, je l'ai placée sur une carte vierge de l'Europe. J'ai placé un point d'un coup à l'est de l'Europe, mais alors vraiment sans regarder parce que j'avais enlevé toutes les villes et tout, c'était vraiment une carte où il n'y avait rien. J'ai dessiné mon pays autour et ensuite la ville en elle-même, la zone, je l'ai dessinée d'ailleurs et dans le carnet, je l'ai redessiné sur ordinateur et voilà, je me suis amusée comme ça. Puis un jour, je me suis dit, il faudrait peut-être que je regarde quand même où j'ai placé mon point, ce serait intéressant. Donc j'ai superposé ma carte vierge avec une carte avec les villes, et il se trouve que mon point tombait pile poil sur Varsovie. Et que la forme de mon pays correspondait à peu de choses près à la forme de la Pologne. Déjà, je me suis dit, c'est intéressant quand même. Est-ce que c'est pas ma mémoire visuelle qui a su le faire? Va savoir. Donc je me suis posé la question. Puis j'ai regardé la carte que j'avais fait de la zone, et j'ai regardé la carte de Varsovie. Et là, le fleuve correspondait. Et les points que j'avais placés pour être des points stratégiques du roman, 2 des 3 tombaient sur des monuments très connus de Varsovie. Ouais, c'est très bizarre, hein. Et encore une fois, il y a des choses que je peux pas vous dire parce que ça correspond aussi avec la couverture et tout. Mais la Pologne, c'est pas moi qui ai choisi la Pologne, c'est la Pologne qui a choisi Absolu. Vraiment, sur plein d'aspects. Et donc, c'est question d'intuition. Finalement, j'ai suivi mon intuition. Vraiment, pour le coup, totalement au hasard. Ce n'est pas moi qui ai fait ce choix.
Le choix s'est imposé de lui-même et c'est quand même assez fou. Et j'adore cette histoire. As-tu déjà fait lire Absolu à tout ton entourage où tes amis les moins proches doivent attendre? Bah si, en vrai j'ai déjà fait lire Absolu à beaucoup de gens. Parce que quand j'ai imprimé mon exemplaire avec une couverture que j'avais fait moi-même, qui est là, ici, je l'ai imprimé d'abord pour moi. Il est énorme ce bouquin. Et puis je l'ai réimprimé et je l'ai offert à toute ma famille. Donc mes parents, ma soeur, mon cousin, ma cousine, tout le monde a eu un exemplaire. Hop, 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 hop. J'ai pu donner des exemplaires à tout le monde. Mes grands-parents aussi, c'est trop marrant parce que mes grands-parents ont lu Absolu. Mon grand-père qui un jour m'a dit, alors que c'est pas du tout son genre de livre, à moi mon personnage préféré c'est Alexander. Genre j'aimais trop. Mon autre grand-père qui l'a lu 2 fois. Parce que la première fois, il avait pas tout compris, donc la deuxième fois, il prenait des notes au fur et à mesure. Ma grand-mère qui l'a lu, qui avait reposé le livre à un moment donné, qui m'a dit « C'est quand même violent, ton truc !» Je les aime trop, mes grands-parents. Mes parents qui l'ont lu, ma mère qui m'a insultée à plusieurs moments du roman. Et pardon, maman. Bref, il y a plein de choses qui font que c'était chouette. Ma sœur, bien sûr, qui l'a lu aussi, mais parce que voilà, c'est ma première bêta lectrice, c'est la première qui a entendu parler d'Absolu, donc voilà. Toutes mes copines qui ont eu le droit à Absolu, même si mes meilleures amies n'ont pas encore lu, mais après, elles attendent le papier, et c'est pas trop leur genre de passe, donc moi je leur en veux pas, moi je leur donne la possibilité quand elles me le demandent. Après, si elles ont pas le temps de le lire, c'est pas grave en soi. J'ai des copines aussi à la fac, j'ai une de mes amies qui a lu Absolu en moins de 24 heures, elle était à côté de moi en classe, elle l'a terminé à côté de moi, elle s'est retournée, elle m'a regardée, elle fait « Elle est où la suite ?» Et j'étais en mode « Tu vas devoir attendre », comme tout le monde. Mais donc j'ai fait lire d'Absolu à pas mal de gens, et moi en fait c'est j'adore l'écriture déjà pour le côté personnel, mais après aussi pour le côté partage et avoir le retour des autres, c'est un truc que j'adore, donc ça ne me dérange pas du tout de faire lire mes romans. Peux-tu résumer le chapitre 19 en un mot? Alors ce n'est plus le chapitre 19 parce que j'ai ajouté 2 chapitres, il me semble, donc maintenant je crois que c'est le chapitre 21, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, c'est plus le chapitre 19, mais je sais de quel chapitre tu parles par rapport à Wattpad. Si j'avais décrire en un seul mot, je dirais maison. Voilà, je vous laisse sur ça. Et tous ceux qui auront lu ce chapitre comprendront. Désolée. Tu pourrais nous montrer à quoi ressemble la timeline d'Absolu quand il sera sorti? Alors la timeline, en gros, la chronologie. Je pourrais, mais sachez que je l'ai montré à Clara, la timeline du tome 2, elle a rien compris à mes notes, parce que pour moi tout est compréhensible, alors qu'en vrai c'est assez évasif. Et ensuite, combien de personnages as-tu créé pour ce projet? Y en a-t-il certains que tu as abandonnés? Alors, combien de personnages j'ai créé? Alors, je dirais que là, dans la version actuelle, tome 1, tome 2, tome 3 compris, il y a une trentaine, quarantaine de personnages importants. Voilà. Et quand j'avais écrit le premier jet, j'avais fait la liste de tous les mobilisés de la 20e génération. J'avais tous leurs prénoms, leur matricule, à quoi ils ressemblaient physiquement. J'avais leur rôle, s'ils survivaient ou pas à ce tome. Genre vraiment, j'avais fait la liste. Et donc, en soi, pour Absolu de façon générale, j'ai créé plus d'une centaine de personnages. Après, dans l'utilisation actuelle, il y en a une quarantaine d'importants, je dirais. Mais ouais, beaucoup de personnages. Mais ça me gêne pas, je les aime mes personnages. Y a-t-il eu des personnages que tu as retirés de ton histoire? Oui, bien sûr, hein, clairement. Il y a des personnages qui n'ont pas survécu à la réécriture, qui ont disparu totalement, ou qui étaient là encore longtemps, et que là, par exemple, dans mon édito, à un moment donné, j'ai mentionné un personnage qui n'existe plus, et ma éditrice, elle a bugué, elle fait « J'ai pas du tout suivi, mais je ne sais pas qui c'est. » Et là, j'étais « Ce n'est pas toi le problème, c'est juste ce personnage a disparu, il n'est plus là. » Donc, ouais, il y a des personnages qui n'ont vraiment pas survécu. Et pourtant, j'en ai encore beaucoup, hein, comme quoi. Lorsque tu as créé des personnages, savais-tu déjà lesquels allaient mourir, ou ça vient plus tard? Moi, je savais déjà pour le tome 1 qui allait mourir. Il y a des choses qui ont été ajoutées finalement aux réécritures, donc des morts que je n'avais pas prévues. Mais la majorité des morts du tome 1, je les avais toutes prévues et je savais qui allait mourir de façon générale. Pour les tomes 2 et 3, c'est encore en suspension dans ma tête, c'est-à-dire que je me dis « Ah, je tuerais bien ce personnage-là », mais il faut que ce soit intéressant scénaristiquement parlant. Parce que après, tuer un personnage pour tuer un personnage, ça n'a aucun sens. Et je préfère ne pas tuer un personnage d'un tome entier, genre aucun personnage principal ne meurt, mais si ça a du sens scénaristiquement parlant, je préfère ça que de tuer des gens juste pour dire de les tuer, ça n'a aucun sens pour moi. Le personnage le plus complexe d'Absolu selon toi? Ed. Je dirais Ed.
pas compliqué, hein, mais complexe, le plus humain, c'est Ed. Parce qu'il a plein d'ambivalence, mon petit Edward. Donc je dirais que c'est Ed d'une manière ou d'une autre. Le personnage le plus complexe à écrire, pour moi ça c'est deux questions différentes. Ed, parce que Ed il est complexe, mais il est facile à écrire quand même pour moi. Le plus complexe à écrire, je dirais qu'aujourd'hui je les maîtrise tous, mes personnages principaux, mes narrateurs. Donc même si au départ le plus dur c'était Alexander, d'ailleurs je m'en sors mieux avec le point de vue d'Alexander pour la question suivante. Mais aujourd'hui mes narrateurs je les maîtrise tous. Je dirais que les plus complexes à écrire c'est dans le tome 2 des personnages que j'ai pas encore abordés. Et de façon générale, un personnage qui est dur à écrire pour moi, c'est Hieronyme, pour ceux qui le connaissent grâce à Wattpad ou qui l'ont déjà lu, parce que vous regardez cette vidéo après, qui est un personnage qui est difficile à cerner, mais en même temps c'est le but, mais même pour moi il est difficile à cerner, donc c'est vrai qu'il est un peu complexe à écrire. Le personnage qui a le plus changé de l'idée à maintenant, clairement c'est Prime. Et même, j'ai ouvert mon carnet tout à l'heure pour vous montrer les fiches personnages. Je vais vous lire des phrases que j'avais fait dire à Prime, qui s'appelait au départ Aiden avec un A, puis Aiden avec un H, parce que les prénoms, en fait, je les avais tous anglophonisés, alors que après ils sont passés en polonais, ce qui est logique. Regardez ce que j'avais fait dire à Prime. La vie est d'un jeu d'échecs complexe que je ne perds jamais. C'est pas du tout Prime, ce n'est pas du tout lui, ça n'a aucun sens. Ou au pire, on meurt. Jamais Prime ne dirait ça. Jamais, jamais. Et on m'a un jour dit de ne pas douter, alors je doute pas, ce jeu dangereux est peut-être mortel, mais ça en reste pas moins un jeu et je le gagnerai. Ça, c'est notre Prime. C'est pas du tout lui, genre vraiment. Et donc lui, il a énormément changé parce qu'au départ, je l'avais pensé ambitieux, stratège et tout ça, alors que pas du tout, c'est le moins stratège de mes personnages, vraiment. C'est le mec qui se fait avoir parce qu'il est tellement droit, tellement juste et carré dans sa tête qu'il se fait avoir tout le temps. Genre vraiment, il est naïf mon Prime. Et genre vraiment, c'est tellement l'opposé de ce que j'avais prévu en 2017, c'est quand même assez dingue. Et même Susanna, je viens de voir sa fiche, là, j'avais fait dire des trucs où elle était super sarcastique et antipathique, vraiment, alors que pas du tout. Genre, Zouzou, elle est mimi, Zouzou. Johanna, elle a pas tellement changé, genre vraiment. Alexander non plus. Genre, vraiment, il est compliqué à écrire, mais ça va. Ed, il a changé. Il a changé parce que déjà dans ma tête au départ, à la création, il était assez grand et musclé, le pauvre, je l'ai rétréci, et mon bébé, et il était plus sportif et plus combattant au départ, avant de me rendre compte que je me disais mais en fait je suis en train de créer un deuxième Prime, ça n'a aucun sens, et il a en fait pris son individualité au moment de la réécriture et quand il a eu son point de vue, et là d'un coup, il a pris tout son sens et toute sa saveur, c'est pour ça que c'est mon personnage préféré. Mais par contre, il y avait toujours ce côté un peu drôle que je lui ai gardé parce qu'il est drôle en fait. Là, il y a un personnage que vous voyez pas dans le tome 1. Lise n'a pas tellement changé pour le coup. Vraiment, Lise, c'est toujours la même. On l'aime, Lise. Après, je suis en train de regarder. Les autres, ça va. Les autres n'ont pas tellement changé. Mais le pire, ouais... Miko, pareil, il a toujours été le même. Genre vraiment, Miko, dès le départ, j'avais écrit comme citation « Les gars, ça va chier des bulles ». Il le dit pas, mais il se serait totalement capable de le dire, donc... Ou je sais pas comment je fais pour être aussi géniale, ça me tue. Ou avoue que celle-là, tu l'avais pas vu venir, bah moi si, j'en riais déjà d'avance. Genre vraiment, mon bébé Miko, il a pas changé. C'est pas des choses qu'il dit dans le roman, mais c'est des choses que je lui avais fait dire dans mes carnets, et ça lui correspond toujours très très bien. Donc non, celui qui a le plus changé, c'est Prime. Genre il est passé d'un opposé à un autre, c'est quand même assez dingue. Mais ça me fait trop rire de regarder ça. Miko, est-ce qu'il sait cuisiner? Alors Miko, est-ce qu'il sait cuisiner? Je dirais qu'il sait survivre en cuisine, mais qu'à mon avis, il serait du genre à placer plein d'épices dans ses plats, juste pour que ces plats aient une couleur particulière, et donc ce serait pas forcément mangeable. Voilà, ça c'est plutôt la cuisine de Miko. Rends les chaussures des doigts. Non, c'est plus drôle quand il les a pas. D'ailleurs, si Ed n'a pas ses chaussures dans le livre, souvent c'est qu'il va se passer une emmerde, quoi. Allez, dernière question pour terminer. Un petit mot pour la Margot qui est rêvée de publier son livre. Quel conseil tu donneras à la mini-toi? Alors déjà, je lui dirais de planifier parce que pendant longtemps, je savais pas qu'il fallait planifier. Et c'est quelque chose qui me correspond à 100%, donc moi, il faut que je planifie. Donc petite Margot, tu ne t'arriveras à rien si tu planifies pas. Toi, tu ne sais pas écrire sans planifier. Donc planifie.
prends le temps, te lance pas direct dans une histoire. Et de façon générale, pour la petite Margot qui rêvait de publier son livre, personne ne va écrire ton livre à ta place. Personne ne va se battre pour réaliser ton rêve à ta place. Tu ne vas pas écrire ton livre pendant une crise de somnambulisme. Non. Pendant une crise de somnambulisme, tu te balades dans ta chambre, mais tu n'écris pas. Non. Il n'y aura personne en fait pour te tenir la main et faire en sorte de vivre ta vie pour toi, ou en tout cas de te faciliter la vie. Ça va pas être facile, tu vas te prendre des refus, ça va demander beaucoup de travail, du sacrifice, parce que tu vas pas avoir des fois des amis alors que t'en avais envie, tu vas rater des choses, tu vas en vivre d'autres, et ça vaut la peine, ça en vaut la peine. Le plus dur finalement c'est de trouver un équilibre, mais tu finiras par le trouver, ou en tout cas tu te bats tous les jours pour continuer de trouver cet équilibre. Et n'abandonne pas à la première difficulté, parce qu'il y en va en avoir plein de difficultés. Mais c'est ce qui fait partie, c'est normal, ça fait partie du chemin en fait. Donc ne t'inquiète pas. Juste amuse-toi, crée des choses qui te plaisent. Écoute pas trop ceux qui disent qu'il faut écrire des choses à la mode ou que cet narrateur c'est trop. Fais juste les choses comme tu le sens, en écoutant ton intuition, en écoutant ton instinct, et tu trouveras ton chemin. Sur ce, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense que celle-ci va être extrêmement longue. Pardonnez-moi d'avance, mais j'espère que ça vous a plu. Ciao!